Bonsoir La Réunion, comment il est? Eh bien, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, les experts, avec nos experts juridiques qui sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 566 si vous avez donc des questions d'ordre juridique, si vous êtes dans une affaire ou que vous n'y êtes pas encore, que vous avez besoin de savoir par où commencer, comment s'y retrouver dans tout ça, eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir, on est en direct. Vous nous appelez en tout anonymat, pas besoin de donner votre nom. En échange, on vous demandera bien sûr de ne pas citer les marques ou les autres personnes ou d'autres noms qui sont dans votre affaire. Vous baissez également le son de la télévision, s'il vous plaît. Vous nous écoutez dans le téléphone, comme ça, pas d'interférence. Et puis, une seule question par appel, ce serait l'idéal. On va dire bonsoir à nos experts du jour. Maître Setama, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez l'air en forme en tout cas. Je suis fatiguée mais en forme. Je suis toujours contente de retrouver nos téléspectateurs. C'est un moment parce qu'ils nous permettent de rentrer chez eux. Voilà. Donc on est chez eux ce soir et merci de nous accueillir en tout cas. Eh bien, merci de nous accueillir. Voilà, vous êtes peut-être à table en train de manger, puis vous nous regardez. Donc, ne nous dites pas ce que vous êtes en train de manger, s'il vous plaît, parce que nous, on n'est pas à table. Maître Limousim, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir Johanna, bonsoir tout le monde. Ça va. Moi aussi pareil, un peu fatiguée, il fait froid, la grippe, mais contente d'être là, à répondre aux questions du public. Voilà, on vous attend. Super, j'ai remarqué que c'est que dans les moments où on est le plus fatigué, quand tout d'un coup il y a un truc qui lâche, et puis qu'on est de super bonne humeur, qu'on est très joviaux. Alors soyez joviaux avec nous, surtout si vous avez une des deux maîtres ici présentes qui est votre avocate, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Alors, on lance tout de suite le standard, allez-y, n'hésitez pas, appelez-nous 02 62 566 566, voilà. Alors, quels sont les sujets du moment? J'ai remarqué qu'en ce moment, il y a pas mal d'entreprises qui ont des difficultés. Oui. Alors, justement, je viens de quitter quelqu'un qui a un projet d'acquisition d'entreprise. Et je pense que les Réunionnais sont courageux, ils ont envie d'entreprendre. Sauf qu'on ne peut pas entreprendre dans n'importe quelle condition. Pour pouvoir faire un projet, déjà il faut avoir le budget, le financement nécessaire pour construire une entreprise. Et ensuite, lorsqu'il s'agit d'acheter une entreprise déjà existante, eh bien il faut faire extrêmement attention parce qu'on peut parfois acheter une coquille vide. Et c'est précisément donc l'expérience que je viens de vivre, que je livre sur le plateau, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure, mais il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition. Quand on envisage d'acheter soit une entreprise parce que c'est quelqu'un qui vend son fonds de commerce, ou bien même qu'on veut acheter des parts dans une société, il faut faire attention et demander donc une valorisation de l'entreprise ou des parts sociales que l'on achète. Parce que des fois, on s'aperçoit que ça ne vaut plus rien parce qu'il y a beaucoup de dettes et on paye les dettes des autres et au lieu de sortir la tête hors de l'eau, on plonge avec et malheureusement, quand le mal est fait, il ne reste plus que les yeux pour pleurer parce que même si on a un très bon avocat, on n'a pas de baguette magique et c'est fini. Voilà. Ouais, donc faites attention, soyez très prudents dans les affaires. Ça évitera beaucoup de difficultés. Ok, donc un maître mot, donc si vous voulez vous lancer dans du rachat d'entreprise, la prudence, bien analyser la situation et bien réfléchir à si c'est pas mieux d'ouvrir soi-même son entreprise. Alors on va prendre dès maintenant le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir monsieur. Allô. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. J'ai une petite question à vous poser. Oui, on vous écoute. Et mes parents ont laissé un pavillon en Guadeloupe. Alors, on n'a pas bien... Est-ce que vous pouvez vous exprimer bien clairement pour qu'on comprenne bien la situation? Oui, oui, mais mes parents ont un appartement en Guadeloupe. D'accord, ok. Et l'appartement, ma soeur l'a loué sans passer par nous. D'accord, très bien. Donc, elle a une location qui touche 2 000 € par mois. Et elle ne veut pas faire les réparations de la maison. Alors, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Donc, vos parents qui sont toujours vivants, hein? Ils sont morts, ils sont décédés. D'accord, vos parents qui sont décédés. Et on est à 8 héritiers. Vous êtes à 8 héritiers. 8 héritiers, et elle est passée par personne. Elle loue cette maison et elle touche 1 000 € par mois. Elle nous donne de l'argent tous les faits d'année, mais elle ne veut pas réparer la maison et la maison s'en va. Très bien. Écoutez, je vais passer la parole à l'une de mes collègues ici présentes, Maître Limousim, qui vous demandera sûrement plus de précision.
Oui, bonsoir monsieur. Alors Bonsoir. donc vous nous dites que vous êtes 8 héritiers. On a Euh, 8 héritiers et frères et sœurs. Et ma voilà. soeur a loué cet appartement. Elle nous donne à la fin d'année une somme d'argent après qu'elle a payé l'assurance et les impôts. Mais la maison est en débris puisqu'elle l'a louée pour le cabinet de médecin. Le médecin est en bas et le haut, ça pourrit. Et on voulait faire des réparations. Elle refuse de faire des réparations. Elle ne veut pas prendre contact avec personne. Alors, monsieur, votre dossier est un peu complexe parce que vous savez, du fait de là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes cohéritier avec 7 autres frères et sœurs d'un appartement Ouais. qui était un bien familial qui appartenait à vos 2 parents maintenant décédés et qui se trouve de surcroît en Guadeloupe. Et Ouais. cet appartement, a priori, votre sœur a pris l'initiative de mettre en location. Elle perçoit 1 000 euros par mois. Elle distribue, semble-t-il, à chaque fin d'année, le prix du loyer à chacun d'entre vous. Simplement, il y a des problèmes sur... vous n'êtes pas d'accord sur les décisions à prendre, par exemple, faire des travaux, des réparations, d'entretien. Il faut savoir que là, il faut que vous contactiez un notaire. Certainement que lorsque vos parents sont décédés, je suppose qu'ils sont décédés en Guadeloupe, vous êtes à La Réunion, il y a dû avoir un notaire qui a été peut-être chargé à un moment donné de régler la succession de vos parents. Donc, La succession, oui, la succession, ça a été mes parents. Chaque personne a une somme d'argent versée à son compte. oui, d'accord, mais néanmoins, il y a quand même un bien qui se trouve actuellement dans la succession et qui, dans le sort, apparemment, n'a pas été réglé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de ce bien. Ce bien, il appartient finalement aujourd'hui toujours à tout le monde puisque la succession n'a pas été réglée. Alors, je ne sais pas. A priori, vous dites que vous avez quand même un notaire. Je pense qu'il faudra vous rapprocher de ce notaire et voir avec lui comment faire pour sortir de cette indivision dans laquelle vous vous trouvez actuellement avec vos frères et sœurs. Parce que il y a effectivement de la part de votre sœur elle fait comme une espèce de gérance finalement de cet appartement, mais néanmoins, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir ce genre de problème parce qu'à 8, on ne peut pas être tous d'accord à un moment donné ou à un autre pour prendre certaines décisions. Donc, il faudra sortir de cette indivision dans laquelle se trouve cet appartement et vous êtes tous propriétaires du même appartement. Il n'y a pas d'autre moyen que de contacter votre notaire en Guadeloupe et lui faire part de vos problèmes. Voilà. D'accord, parce que la maison, comme le haut c'est fermé, le haut c'est du bois et le bas c'est un ciment. Ah oui, je comprends, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est fermé, alors tout est pourri. Alors on voulait avec, au lieu de donner des sous tous les mois, tous les fins d'année, de réparer la maison. Ben ça, c'est une décision à prendre en collectivité. Avec le problème, c'est que vous ne pouvez pas décider tout seul, et vous, ici à La Réunion, d'autant plus que votre bien se trouve en Guadeloupe et c'est votre sœur là-bas qui gère tout. Elle a loué, ça passait par nous, par contre. On n'a pas signé. Elle a fait le contrat avec le médecin, mais on n'a pas signé ce contrat, nous. Oui, mais si vous voulez, c'est le problème justement des biens qui se trouvent comme ça, en indivision, et vous n'avez pas réglé le problème de la succession. Alors, si vous voulez maintenant avoir la main sur des décisions futures concernant l'entretien, par exemple, de ce bien, ou bien sortir de cette division, vous n'avez pas d'autre moyen que de contacter votre notaire sur place avec vos frères et sœurs pour sortir de cette indivision. Aujourd'hui, il y en a un qui gère et les autres suivent un peu ou n'arrivent pas à suivre. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de sortir de cette indivision pour faire entendre votre voix. Voilà. Contactez votre notaire en Guadeloupe, monsieur. Donc, une première étape. Voilà. Bonsoir. Merci à vous, monsieur. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, 0262 566 566, on est donc sur Télécréole en simultané sur Créole FM. N'hésitez pas à nous appeler. Si vous nous écoutez à la radio, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, voilà, bonsoir tout le monde sur le plateau. Je vous téléphone là, c'est pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Oui, j'ai 63 ans, mais je suis à la retraite et je suis divorcée. Et en plus, je reçois comme j'ai travaillé un petit peu auparavant, mais comme j'étais beaucoup malade aussi, je ne pouvais pas travailler trop tôt aussi. Alors donc, j'ai été reconnue par les médecins inapte des personnes inaptes au travail alors. D'accord. Donc je reçois l'AFPA
Et donc, je voudrais savoir, comme je suis dans le loyer, je suis divorcée, j'ai rien à mon nom, et je voudrais savoir s'il arrive quelque chose, si j'ai quelque chose à rembourser, ou bien les enfants. D'accord, 63 ans, divorcé. Oui. Alors, Eh ben, je vais bonsoir madame. Donc, Oui, je bonsoir. résume votre intervention pour mieux vous répondre. Donc, vous êtes actuellement âgé de 63 ans, vous n'avez pas de bien à votre nom Non. et compte tenu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous bénéficiez de l'aide du Conseil général, je suppose, et vous percevez à ce titre donc l'allocation pour personnes âgées. C'est bien cela? Oui. L'APA. Effectivement, donc il y a certaines allocations qui sont versées aux personnes âgées et qui, par la suite, peuvent être remboursées sous condition de ressources par leurs héritiers. Dans la mesure où vous vous trouvez dans une situation déjà bien précaire, vous n'avez aucun bien, vous êtes dans un loyer et vous êtes démunis, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous êtes précisément dans cette situation à pouvoir bénéficier de cette aide sans que vos enfants n'aient de crainte à avoir sur le remboursement des sommes perçues. Au contraire, madame, profitez-en parce que vous êtes dans cette situation qui vous permet de le faire. Voilà. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà, prenez des D'accord, vacances, merci. détendez-vous, payez-vous un petit massage. Voilà. D'accord. Profitez-en. Profitez-en. Merci. Bonne soirée, madame. Merci, Au revoir et madame. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, à bientôt. Au revoir. 0262566 on est chez les experts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Ben, merci, c'est au sujet de l'émission là. Oui, Par vous êtes contre, sur le plateau. Ce que j'aurais à dire n'a rien à voir avec tout ce que les autres personnes disent là. Moi, D'accord. c'est pour Madame Nadine Morano. Parce que j'ai Alors, entendu en monsieur, direct, on ne cite pas de nom, donc je vais être obligée d'arrêter avec vous. Je suis désolée. Ah bon? On ne veut pas savoir la suite, on ne cite pas de nom. Ah, ok, d'accord. Désolée, monsieur. Merci, Bonne soirée. au revoir. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts. Je vous rappelle qu'il ne faut pas citer de nom. On ne veut pas savoir quelle est l'affaire, de quoi vous voulez parler, de qui, etc. Donc, vous êtes en tout anonymat. Donc, on respecte aussi l'anonymat des autres personnes. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, je voudrais vous poser des questions à ces experts. Oui, bien sûr. Elles sont là. Elles vous attendent. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, je voudrais vous poser une question qui est très difficile pour moi, bien sûr. J'ai 78 ans Oui. et j'ai partagé à mes 3 enfants 4 appartements chacun, dont ils touchent des loyers. J'ai une fille qui me refuse de me payer cet argent. Ça fait 3 fois que je reviens là-dessus avec des avocats pour pouvoir avoir gain de cause avec cette fille. J'ai eu toujours des gros problèmes avec ma fille qui m'a toujours menacée même. Mais bon, j'ai fait mon partage parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes entre eux. Et voilà que maintenant, elle ne me paye pas. Et je voudrais savoir le recours que j'ai parce que ça fait la 3e fois. Ça me coûte à chaque fois environ 900 €. Et elle me paye 4 000 € de temps en temps, une fois 1 500 €. Après, ça s'arrête là et elle ne me paye plus. Alors, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que je peux faire. D'accord. Alors, ça va, il n'y a pas de retour. Ok, je vais donner la parole à Maître Limousin. Oui, bonsoir madame. Je ne pourrais pas vous répondre. J'ai besoin d'une précision parce que vous avez dit, si j'ai bien compris, que vous avez 3 enfants à qui vous avez donné, c'est-à-dire fait une donation de 4 appartements chacun. Oui. Vous avez bien dit une donation parce qu'en même temps, vous nous dites que vous êtes en procédure. Enfin, une donation, c'est-à-dire, excusez-moi. Pardon Allez-y, précisez. Donc, c'est une donation ? Voilà, non, c'est une donation, mais ils doivent, je m'excuse, je ne me suis pas bien exprimée, Il n'y a pas de ils doivent souci. me donner Oui, précisez-nous. 300 € par mois. Ils doivent vous donner 300 € par mois. Voilà. Alors les autres 2 arrivent à le faire, mais elles ne le font pas. Mais seulement, en attendant, elle encaisse les loyers. D'accord. Alors, j'aurais besoin également, s'il vous plaît, madame, d'une autre précision. Est-ce qu'il y a un lien avec cette obligation de vous donner 300 € par mois et la donation? Est-ce que c'était écrit dans la donation? Oui, c'est cela.
D'accord, d'accord. Et en fait, dans chacune des quatre actes de donation que vous avez donc effectués au profit de vos enfants, dont cette première fille, c'était bien écrit par le notaire. C'était une obligation de la donation de vous donner, à titre, je suppose, alimentaire, 300 € par mois. C'est cela. Eh bien, écoutez, moi, il me semble que si c'était écrit clairement, évidemment, clairement, par votre notaire dans la donation. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle attend que qu'elle me verse une certaine somme, et puis après, elle s'arrête, elle ne verse plus rien. D'accord. Alors, c'est assez rare le type d'acte que vous avez mis en place, madame, c'est assez rare. Et c'est très bien de votre part, c'est très généreux d'avoir prévu votre avenir et en partageant d'ores et déjà à vos enfants pour éviter les problèmes. Vous avez prévu, heureusement, cette question alimentaire, une sorte de pension alimentaire pour vous permettre de vivre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, parce que bon, je n'ai pas vos actes sous la main, je ne sais pas si c'est aussi clairement dit que ce que vous nous dites, parce que si à chaque fois vous me dites que vous êtes obligé de faire des procédures par voie d'avocat ou du tribunal pour faire respecter ce qui est écrit dans ces actes de donation, il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que là, vous voyez bien votre avocat ou votre notaire, parce que tout simplement avec ce que vous me dites là, sur le plateau, moi je dirais, au vu de ce que vous dites, sans avoir vu encore une fois vos documents, si c'était bien écrit aussi clairement dans ces actes de donation, on n'a pas besoin à vrai dire, ensuite de faire des procédures pour faire respecter cette obligation alimentaire. Parce que l'acte du notaire, qui est un acte authentique, normalement devrait suffire à lui-même pour faire l'objet, dès la base même, d'une exécution. C'est-à-dire que normalement, si c'est vraiment écrit comme ça équivaut déjà à un titre exécutoire que vous pouvez normalement confier à un huissier pour qu'il aille recouvrer sur votre fille les 300 €. Donc, je ne sais pas, sans voir les... Si chaque fois elle me verse cette somme, et puis après ça s'arrête, et puis après il faut que j'attende, parce que l'avocate me dit il faut que j'attende environ d'avoir à peu près 10 000 € pour réattaquer à chaque fois. Mais non, ça fait la troisième fois. Ça m'a coûté, non madame, là il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est toujours pareil. Et voilà, elle m'a versé 4 000 €. Bon, maintenant, il faut que j'attende quoi encore? Non, madame, il y a quelque chose qui m'échappe. Là, faites bien le point avec votre avocat parce que c'est pas comme ça apparemment. Et ça fait un peu trop long. Ça fait 5 ans que ça dure. Et c'est la troisième fois que je suis obligée d'attaquer. Eh ben, écoutez, soit vous allez revoir votre avocat, vous faites bien clairement expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Et si jamais vous ne comprenez toujours pas, essayez peut-être de consulter avec vos documents lors des consultations que nous, les avocats, nous donnons dans les maisons de justice. Mais il faut vraiment voir vos documents parce que ce que vous me dites, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je dis bien, ça ne devrait pas, mais maintenant, je ne sais pas. Si elle ne paye pas régulièrement, j'ai le droit... Vous avez le droit de donner à un huissier... ne peut pas vendre sans mon autorisation, parce que si jamais elle ne paye pas, on doit lui saisir cet appartement, enfin cette maison, parce que c'est une maison avec jardin. Et on ne l'a toujours pas saisie depuis le temps qu'elle s'exécute. Alors, comme je vous dis, madame, normalement, c'est avec un huissier. Si l'acte est aussi clairement écrit que vous nous dites, c'est avec un huissier, c'est suffisant pour récupérer votre argent. Mes papiers. Alors, deuxième chose, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui est écrites dans votre acte. Je ne l'ai pas sous les yeux. Parfois, il y a des conditions, il y a des paragraphes qui prévoient des clauses de retour pour non-respect de ce genre d'obligation. Donc là, j'avoue que c'est difficile à vous renseigner parce que avec le peu de choses que vous nous dites, ça semble pas cohérent, effectivement. Oui, ça semble pas cohérent. Donc ce que je vous propose, c'est quand même, madame. Incommode chaque fois. Je vous comprends. Troisième fois, j'en ai marre. Alors madame, on va vous faire une proposition. Clairement, il faut bien redemander à votre avocat ce qui se passe. Voilà. Et si jamais vous ne comprenez pas, essayez d'aller voir peut-être un second avocat pour voir. Vous pouvez aller voir un second avocat maintenant si jamais ce que vous dites est conforme à ce qu'il y a dans l'acte. Il y a effectivement un problème, donc vous pouvez aller voir un second avocat.
Ah bon, je crois que ça va être la solution idéale parce que ça fait la 3e fois, ça me coûte les yeux de la tête, alors que quand même pour 300 €, elle touche quand même plus de 2000 € certainement par mois, sans compter ce que son père lui a fait sa villa, que son père l'a aidé à plein de choses comme vous autres, comme on a fait avec tous les trois enfants. Et là, c'est juste pour me faire dépenser uniquement de l'argent. Ça de toute façon. Voilà pourquoi il ne faut pas donner à ses enfants de son vivant tout, parce qu'effectivement, maintenant, vous êtes maintenant totalement dépendant d'elle. Donc, il faut donner pendant son vivant, mais il ne faut pas tout donner. Verse cet argent. Oui, bien sûr, madame. Après, on n'a pas besoin forcément de savoir combien elle gagne, etc. Elle ne respecte pas ce qu'elle doit, son obligation. Donc, n'hésitez pas à aller voir un autre avocat. Merci pour votre intervention, madame, parce que ça me permet, moi, de faire un petit commentaire sur le fait que il faut tout donner de son vivant, mais pas tout donner non plus. Donner, mais pas tout donner. Non, mais j'ai ce qu'il faut, mais ce que j'apprécie pas du tout, c'est que les autres paient et puis elle ne paie pas. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Et vous aussi. Merci. On est donc chez les experts avec 2 expertes qui sont avec nous pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, voilà mesdames, je voudrais vous poser une question. J'ai une maison qui se situe en métropole et je l'ai mise en vente et c'est chez le notaire. Je suis veuve et j'ai 6 enfants. Les enfants sont d'accord et la vente devait se faire le 4 septembre chez le notaire. Mais il y a la première fille, l'aînée, dont on a perdu tout contact avec elle depuis le mois de juin et il ne manque que sa procuration. D'accord. Donc, je suis très embêtée. Je voudrais savoir s'il y aurait une solution quelconque pour que je puisse vendre la maison. D'accord, très bien. Maître Voilà, Setama. voilà. Oui, très bien. Alors, bonsoir madame. Donc, Bonsoir. si vous quand vous indiquez que l'acte de vente doit être signé, je suppose que cette fille dont vous n'avez plus de nouvelles avait au préalable donné son accord pour que ce bien soit vendu. Est-ce le cas? Oui, elle a donné son accord, elle était entièrement d'accord, à tel point que fin juin, exactement le 23, je lui ai donné une avance sur sa part. Très bien. Est-ce que l'accord a fait l'objet d'un écrit de la part de votre fille? Malheureusement. Aucun écrit? Aucun écrit, malheureusement. Oui, et auprès du notaire également, il ne s'est jamais rien passé? Non, il ne s'est jamais rien passé, non. D'accord. Alors, vous indiquez à l'instant que vous lui avez donné une part du prix de la vente. Je suppose qu'il y a des traces de ce versement. Sur le relevé, oui, mais il n'y a pas son nom, mais je lui ai donné en espèces et j'ai retiré de mon compte. Ah, c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait, il y a une possibilité de sortir de cette situation rapidement. C'est de demander au notaire de lui faire un commandement au fin de venir signer l'acte de vente pour permettre la vente. Et dans l'éventualité où elle ne répond pas à ce commandement, il faudrait saisir le tribunal pour demander la désignation d'un mandataire qui puisse signer en ses lieux et places. Alors la difficulté tout de même, ce que je vous conseille de faire, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est de vous rapprocher de quelqu'un avec l'ensemble des documents qui ont été établis par le notaire. Oui. Essayez d'identifier si à un moment donné ou un autre, parce que quand on arrive à la vente d'un bien, c'est qu'il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été entreprises auparavant. Et peut-être que dans ces démarches-là, il y a à un moment donné un document qui concerne 7 enfants et qui marque son accord sur sur cette vente. Et à partir du moment où on a cet accord, pardon. Oui, pardon, j'avais un autre terrain qui se situe en face. Oui. Ça a été vendu avec son accord. Et il s'agit du même endroit. Il s'agit du même endroit et ça faisait partie du même lot? D'un autre bien, quoi, d'un autre petit terrain qui était situé en face. D'accord. Alors, justement, madame, puisque vous me donnez cette information, je suppose que c'est dans le cadre de la succession que vous êtes en train de régler entre vos enfants et vous-même.
Oui. Et ce bien que vous voulez vendre à l'instant pour lequel il n'y a plus de nouvelles de votre fille, c'est un des biens qui fait partie donc du groupe de biens que vous avez vendu. Exactement. Bah, oui. écoutez, je pense qu'il n'y a pas de problème. Dans ces conditions, il faudrait vous rapprocher du notaire, lui dire que vous avez pris contact avec un avocat dans les conditions que vous faites à l'instant et que cet avocat vous a informé qu'il y avait la possibilité, dans la mesure où ce bien faisait partie de l'ensemble de la succession et que dans ce cadre-là, elle avait déjà marqué son accord pour la vente d'un bien, il y avait la possibilité de lui faire un commandement, de lui demander de venir signer l'acte de vente dans la mesure où elle ne veut pas le faire et que la situation se trouve bloquée. Vous avez cette possibilité de demander au tribunal par voie de requête de vous désigner un mandataire qui peut être le notaire lui-même, l'un des héritiers, pour signer en ses lieux et places l'acte de vente et permettre de réaliser cette vente. D'accord, ce sont des renseignements précieux. Je vous remercie infiniment. Sous réserve de ce que vous me dites, si c'est bien la réalité, bien évidemment. Oui, c'est bien la réalité, parce que voilà, il y avait la maison, un terrain, ça se situe à Bourges, et un autre terrain sur Bourgie. Mon mari étant décédé, on a ouvert la succession, j'ai pu vendre avec leur procuration, leur accord, les autres biens, mais il me reste que cette maison à vendre. D'accord. Bah écoutez, Voilà, donc essayez cette voie-là, et puis je pense que c'est la voie la plus simple et la plus rapide, compte tenu du fait qu'il reste. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, j'espère que Merci. ça va marcher. Oui, Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de savoir où est passée votre fille. Parce que si elle a eu une petite avance, elle s'est peut-être envolée pour le Brésil ou je ne sais où. Enfin, voilà. Ce serait bien de savoir si elle est toujours vivante, quand même. Alors, vous êtes donc chez les experts, 0262 566 566, on est en direct et vous pouvez nous appeler pour nous poser vos questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Je voudrais soumettre ma question suivante aux deux experts qui sont sur le plateau. D'accord. J'ai un dossier de surendettement qui a été réaménagé. D'accord. Bon, compte tenu de la situation, j'ai un prêt immobilier, je souhaite vendre mon bien immobilier pour pouvoir rembourser l'intégralité de mes créanciers. Et dans le cadre de cette vente, donc j'ai été voir mon banquier pour le prêt immobilier. Ce dernier me précise que si jamais je vends le bien, j'aurai à rembourser également les frais de remboursement par anticipation. Alors, j'aurais voulu savoir si cette pratique-là est légale ou pas. D'accord. Alors, Maître Limousin. Oui, bonsoir monsieur. Il y a eu une petite coupure au départ, mais si j'ai bien compris, vous dites que vous êtes actuellement dans un plan de redressement judiciaire. C'est bien ça? Non, c'est pas dans un cadre c'est dans le cadre d'un plan de réaménagement par la commission de surendettement. Ah, d'accord. D'accord, un plan de réaménagement dans le cadre de surendettement. Et vous avez envisagé pour la poursuite de ce plan, c'est-à-dire rembourser les créanciers dans le cadre de votre plan de surendettement, de vendre éventuellement un bien. Voilà, exactement, et de rembourser pour que je puisse être défiché éventuellement. D'accord. Alors, c'est dans des crédits en particulier. Est-ce que votre banquier que vous avez interrogé est également un des créanciers qui a déclaré sa créance? Voilà, exactement. D'accord. Alors, pour votre question qui est de savoir si effectivement ce que vous dit le banquier, la banque, à savoir est-ce que si vous voulez vendre ce bien et réaliser en avance, en fait, terminer en avance ce prêt, vous devez payer ce qu'on appelle les clauses, dans le cadre d'une clause de remboursement anticipé des frais. Voilà, le remboursement par anticipation. Oui. Alors, ce sont des frais qui sont prévus, je crois, dans le cadre du contrat qui a été signé à l'époque. Donc il est prévu effectivement de faire un remboursement. Si jamais on rembourse par anticipation, il y a des frais à payer. Alors j'aurais voulu savoir si ces frais-là, compte tenu du fait que ma dette a été réaménagée par la commission, est-ce que si je remboursais par anticipation mon banquier, qui fait partie effectivement de mes créanciers, est-ce que ce remboursement par anticipation entraîne également, le remboursement
remboursement des frais Alors, par anticipation. Oui, j'ai bien entendu. Alors, si vous voulez, vous l'avez un petit peu répondu, parce que vous nous avez dit que cette clause-là est bien prévue dans votre contrat. Et malheureusement, si vous voulez, c'est le cas type, c'est des clauses type de contrat de prêt. Les banquiers, la banque prévoit toujours ce type d'indemnité qui en fait sanctionne quelque part le remboursement anticipé d'un prêt. Alors il faut savoir que c'est conventionnel, vous avez signé ce contrat. A priori, du moment qu'on a signé, c'est des clauses type, il n'y a pas de possibilité de sortir de façon conventionnelle de cette clause, c'est-à-dire ne pas payer cette clause. Vous nous demandez si est-ce que c'est une clause légale? Oui, c'est une clause légale. Maintenant, il y a quand même quelque chose que moi je verrais, c'est il y a le principe évidemment de ce remboursement. Mais il y a aussi le quantum, c'est-à-dire est-ce que le montant qu'on vous a mis de votre contrat de prêt est un montant normal? Ça, c'est à voir, première chose. Et deuxième chose que moi j'envisagerais de votre question, c'est peut-être, puisque vous êtes dans le cadre d'un plan de surendettement, je ne sais pas si la réalisation de ce prêt vous permet seulement de réaménager ce plan, ou bien également de sortir de ce plan, ou bien de raccourcir ce plan. Dans ce cadre-là, ça serait bien que, par exemple, vous fassiez accompagné par un avocat, parce que c'est vrai, vous êtes dans un cadre de surendettement, mais je ne sais pas si votre réaménagement s'est fait pour augmenter les délais de remboursement ou raccourcir, ou dans quel cadre vous êtes. Parce que, quelque part, si ce réaménagement est dans l'intérêt des créanciers, en particulier de cette banque, il faudra peut-être envisager la possibilité de partir en négociation avec ce créancier. Il n'est pas exclu et il n'est pas du tout impossible de négocier avec un créancier, notamment à la banque. Alors, ce n'est pas parce que c'est conventionnel, c'est-à-dire c'est dans le contrat, qu'on ne peut pas discuter. Moi, j'estime que vous devriez entrer en discussion avec votre banquier, surtout si ce plan permet quelque part de protéger ce créancier et de bénéficier à ce créancier qui est votre banque. Voilà. Je vais juste rajouter quelque chose, monsieur. Une petite intervention. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? En fait, ce qu'il faut savoir dans le prolongement de ce que vient de vous indiquer ma consoeur, dans la mesure où vous avez un contrat de prêt qui prévoit qui a une clause de remboursement par anticipation, elle vient de vous dire que lorsque vous signez, ça vous oblige parce que la clause est légale. En revanche, vous pouvez la négocier, la clause de remboursement par anticipation. C'est possible. Il faut vous rendre chez votre banquier, notamment lorsque vous êtes dans un plan de surendettement. Il faut lui dire que son intérêt, c'est d'être remboursé intégralement. Avec la vente du bien, vous avez cette possibilité, c'est une garantie pour lui d'être remboursé intégralement, puisqu'il a été obligé, en sa qualité de créancier, d'accepter de renégocier le prêt. Et tout créancier qui a besoin de faire rentrer l'argent est susceptible de lâcher sur ce genre de clause. Alors, rentrez en négociation pour négocier cette clause-là. Et dites-leur, je vous donne l'argent, j'écourte ma période de remboursement. En contrepartie, je vous demande de faire un effort sur la clause de remboursement, les pénalités pour remboursement par anticipation. Ça peut marcher, monsieur. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Merci, mesdames. Voilà. Donc, monsieur, ce soir... Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, monsieur, ce soir, va s'entraîner à être un très bon négociateur. Ouais, il y a des films policiers qui sont très bien pour ça. Tu as dit le plan de remboursement. Alors, Là, 0262 566 566, on est donc sur le plateau des experts avec deux expertes. N'hésitez pas à nous appeler. On a tout de suite un autre appel en attente. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, voilà, je voudrais poser une petite question à mes deux experts. Oui, elles sont là, elles vous écoutent. Et moi voilà. aussi. J'ai mes parents qui sont décédés. Oui. Nous sommes à 9 héritiers. D'accord. Et depuis, c'est moi qui paie les impôts. Et j'aimerais savoir quels sont mes droits, s'il vous plaît. D'accord. Alors, bonsoir madame. Donc vos parents sont décédés, vous êtes à 9 héritiers. Donc il y a, je suppose, un ou plusieurs biens dans la succession de vos parents. La première démarche à accomplir, c'est de vous rendre chez un notaire
pour, pour ouvrir la succession de vos parents, de votre papa et de votre maman, parce que peut-être que votre papa il a des biens à lui tout seul, peut-être que c'est le cas pour votre maman, et peut-être aussi qu'ils ont des biens en commun. En tout état de cause, quelles que soient les hypothèses donc, dans cette affaire, ce qui est important, c'est que les successions de papa et de maman soient ouvertes. À partir de ce moment-là, donc, on va faire la liste des héritiers qui vont intervenir dans le cadre de cette succession. Et toutes les dépenses que vous avez engagées pour le compte de la succession, notamment en ce qui concerne le paiement des impôts, ça va rentrer dans la succession et vous allez pouvoir obtenir le remboursement de ces dépenses effectuées pour le compte de tous les héritiers lorsque la succession sera liquidée. Mais il faut absolument faire ces démarches, vous rapprocher d'un notaire, faire convoquer l'ensemble de vos frères et sœurs et tenter en tout cas de liquider cette succession. Parce que plus vous allez rester dans cette situation, la situation va être pénible pour tout le monde, d'abord pour vous, parce que vous engagez des dépenses que normalement devraient supporter l'ensemble des héritiers. Vos droits sont préservés. Au prorata du montant que vous-même vous devriez supporter, eh bien, vous allez conserver ce montant-là à votre charge. En revanche, le reste devrait être supporté par l'ensemble des héritiers. Ne vous inquiétez pas. Vous faites ce qu'il faut pour éviter des taxations, des pénalités de retard sur le paiement des impôts, mais vous avez la possibilité de vous faire rembourser. Ok. Voilà. Mais ne tardez pas trop. Faites le nécessaire auprès d'un notaire. Merci. Je vous en prie, madame. Beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonne soirée, madame. Et on va prendre tout de suite l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Oui, bonsoir. monsieur. Bienvenue. Oui, bonsoir, je suis en ligne. Voilà, vous êtes même en direct sur le plateau avec nous. D'accord, voilà, en fait, je téléphone pour un petit renseignement. Oui. On a eu un projet avec comment dire ça? Je sais pas si je peux citer le nom. Non. Non. Avec un truc de le social. D'accord. Et ça remonte depuis plus de 5 ans. Un organisme social. Voilà, un organisme social. Ça remonte depuis plus de 5 ans. Oui. Et en fait, comment vous expliquer ça? Attendez. C'est pas évident, donc déjà, il faut préparer d'avance ce qu'on a expliqué. Exactement. Voilà. Donc, on a eu un projet on a monté un projet avec eux. D'accord. Les démarches sont parties à la mairie pour faire le demande de permis de construire et tout, mais ça a été rejeté et par la suite ça a été accepté. Très bien. Maintenant, ils nous ont demandé un apport personnel emmené. Ok. Comme c'est un projet global, c'est 3 frères sur un même terrain. Ok. Et ils nous avaient demandé 6 000 € d'apport chacun emmené. D'accord. En complément du prix. On avait accepté, on est parti signer le prix et tout. Oui. Et en fait, là, dernièrement, le contact nous dit que la loi oblige le G12. Le G12. Voilà, oblige le G12. Et donc, ils ont fait intervenir une entreprise dessus et ils nous ont demandé, enfin, à la suite du résultat, ils nous ont dit qu'il y avait des travaux supplémentaires. De 6 000, ils sont passés à 12 000 € d'apport. D'accord. Et sachant qu'on a déjà signé le prix avec la banque, quoi. Oui, d'accord. Donc vous êtes embêté. En fait, je voulais savoir est-ce que c'est déjà autorisé à réévaluer l'apport personnel après avoir signé le prix, quoi. Quelle est la légalité? Voilà. D'accord. Alors on va certainement vous demander plus de précision, je pense. Maître Limosime. Bon, monsieur, je vais essayer de vous répondre parce que là, pour résumer, vous êtes avec vos deux autres frères, donc 3 frères, voilà, dans un projet immobilier à caractère social. Oui. Et vous allez construire certainement une maison chacun et on vous demande, l'organisme social vous demande de faire un apport personnel de 6 000 €. Vous avez donc contracté un prêt chacun de 6 000 € en guise d'apport personnel. Non. On a fait un prêt. Un prêt pour la construction. Et avec ça, ils nous demandent, parce qu'ils nous demandent un apport personnel de 6 000 €. En plus du prêt. En plus du prêt, voilà, on vous demande 6 000 € d'apport personnel. Voilà. Et maintenant, on vous demande 12 000 € d'apport personnel au lieu de 6 000. Enfin, pour moi, c'est 12 000 et mes frères, ça arrive jusqu'à 16 000. Donc, d'accord. Est-ce qu'on vous a expliqué peut-être le fondement, pourquoi En fait, ils nous ont dit que la loi obligeait le G12 il y a 2 ans et ils ont fait intervenir l'entreprise, ils ont dit que notre sol n'était pas assez stable.
pour l'effondrement. Et c'était prévu au début de fouiller à 0,50. D'accord, c'est un problème technique en fait. Voilà. C'est-à-dire que finalement, le projet initial des travaux, le coût a augmenté. Voilà, exactement. Ah bah écoutez monsieur, ça semble normal. Si jamais effectivement à l'origine vous étiez parti sur un projet immobilier avec un certain prix, que ce prix a augmenté du fait de problèmes techniques, je ne sais pas lesquels, ce qui fait que votre part augmente en pourcentage du prix global. Mais je veux dire qu'on a quand même cédé la ceinture pour ramasser déjà cet apport de 6 000 € là. Mais maintenant, doubler l'apport, enfin, je sais pas moi, comment vous dire ça. Si vous voulez, le problème, c'est que si on vous justifie, il faut demander à cet organisme social de vous justifier réellement de la réalité de cette augmentation du prix, parce qu'apparemment, le prix augmente parce qu'il y a plus de travaux à faire. Est-ce que si c'est réellement obligatoire parce que c'est des travaux obligatoires, à ce moment-là, vous êtes un petit peu coincé. Maintenant, pouvez-vous négocier avec eux de revoir à la baisse ce prix? Je ne sais pas. Peut-être est-ce qu'ils ont demandé à plusieurs entreprises des devis? Est-ce qu'il y a eu réellement... En fait, ils ont pris l'entreprise qui doit faire le bâtiment, quoi. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire par là que peut-être qu'il y a une possibilité de demander à une autre ou une deuxième ou une troisième entreprise de faire des devis. Et puis, une deuxième chose aussi peut-être, c'est que vous pourriez aussi leur demander, si vous n'arrivez pas à avoir chacun d'entre vous la possibilité d'apporter ces sommes supplémentaires, 6 000 pour vous et plus pour vos frères, c'est peut-être aller voir et négocier comment on peut diminuer cette enveloppe globale de travaux. Je ne sais pas, au lieu d'avoir une maison finie, dire c'est vous qui allez faire peut-être les finitions de confort, la peinture ou quelque chose comme ça. Donc, parce que là aujourd'hui, vous êtes un peu coincé. L'enveloppe, elle est un peu figée là. Vous auriez voulu que ce soit l'organisme qui prenne à sa charge le rallongement, c'est pas possible. D'accord. Mais je veux dire question, si par exemple, on n'a pas d'argent, réellement on n'a pas d'argent pour financer le complément, et que eux aussi ils n'ont pas d'autre solution. Est-ce que cela peut nous amener à payer des frais dans le contrat qu'ils ont fait avec nous? Ben, monsieur, le problème, c'est que si vous, avec votre question, si vous n'avez pas d'argent et vous ne voulez pas les négocier avec eux, votre projet risque de ne pas se faire. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense qu'il faut aller négocier avec eux, bien voir les contrats, diminuer l'enveloppe globale et l'enveloppe globale des travaux, il faut vraiment diminuer. Parce que si vous n'avez pas les moyens d'avoir les 6 000 € de plus, il n'y a pas d'autre solution que de faire peut-être moins de travaux. D'accord. Vous voyez? D'accord. Et comme je vous ai dit, au lieu d'avoir peut-être un produit fini, dire peut-être que c'est vous qui allez finir la peinture ou quelque chose comme ça. Donc diminuer l'enveloppe globale. Discuter avec cet organisme social, c'est très important. D'accord. Mais déjà au niveau social même, ils nous livrent un bâtiment sans les carreaux, sans la peinture à l'intérieur, sans le portail, sans le sous-sol, quoi. Sans le... D'accord. Eh bien, voyez quand même. En moins que de nous, de notre côté, il faut qu'on rajoute, quoi. Voyez quand même, et puis peut-être demandez-leur s'ils ont quand même demandé un devis à d'autres entreprises. Parce qu'apparemment, vous nous dites que c'est un devis d'une seule entreprise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une consultation d'un deuxième ou une troisième entreprise. Ce serait intéressant, dans votre cas, de le faire. Et vous-même, peut-être voir... en général, ce sont les mêmes entreprises qui ont des conventions avec les organismes sociaux comme ça. Mais néanmoins, je pense quand même, vous pourrez peut-être envisager d'avoir d'autres entreprises. D'accord, voilà. D'accord, super. Merci beaucoup, mesdames. Bonsoir. Merci monsieur. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, bon courage pour la suite. Et on va prendre donc l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue chez les experts. Merci. Je me permets de vous appeler parce qu'en fait, j'ai mon père qui est décédé au mois de juillet. D'accord. Et il avait souscrit un contrat de voiture au mois d'avril de cette année. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, donc on a monté le dossier parce qu'il avait pris, lorsqu'il a souscrit ce contrat, donc une assurance décès. Oui. Donc, on nous a envoyé un courrier donc chez ma mère dans lequel il fallait qu'elle le ramène chez le médecin pour savoir si, au moment du décès, la personne était malade. Donc, effectivement,
il est décédé d'une maladie. Et aujourd'hui, on nous retourne la réponse avec les assurances dans lesquelles ils nous disent qu'ils ne peuvent pas couvrir ce crédit. Donc j'aimerais savoir comment ça se passe. D'accord. Bonsoir madame. Donc en résumé, donc un contrat de prêt souscrit par votre père pour l'acquisition d'un véhicule. Votre père est décédé et vous souhaitez mettre en œuvre la garantie au titre de l'assurance décès inclus dans ce contrat de prêt. Et vous avez entamé des démarches auprès de l'assureur pour pouvoir bénéficier de cette assurance décès. Ce qu'on vous demande, on a demandé en tout cas à votre maman, c'est de produire un certificat médical pour voir si le décès de votre père était en lien avec une pathologie qui était connue au moment de la souscription de ce contrat. Alors déjà, à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. En règle générale, quand les assureurs sont amenés à apporter leur garantie sur le remboursement d'un prêt ou toute autre garantie, ils s'assurent qu'au moment de la souscription de la garantie, la personne qui conclut le contrat d'assurance a effectué toutes les déclarations, notamment celle qui a trait à l'état de santé de la personne. Alors, je ne sais pas, donc il faudrait probablement vous renseigner auprès de votre maman si lorsque votre père a conclu ce contrat de prêt, on lui a fait remplir un formulaire sur son état de santé. Du tout. Alors, si ça n'a pas été fait, donc à ce moment-là, il faudrait répondre à l'assureur pour lui dire que le contrat n'a pas été complété par un formulaire de santé et que vous ne comprenez pas la position adoptée par eux aujourd'hui, puisque on n'a pas demandé à votre papa s'il était ou pas en bonne santé au moment où il a souscrit ce contrat. Il est clair, et malheureusement, que l'assureur va garder sa position. Il est assez rare qu'il sorte de l'argent, en tout cas il couvre le remboursement du prêt sans essayer de s'exonérer de cette responsabilité qu'ils ont dans le cadre de ce prêt. Il est fort probable, s'ils maintiennent leur position, vous serez amené, en tout cas votre maman, à aller devant le tribunal pour demander au tribunal de trancher le problème. Alors je vous le dis tout de suite madame, mes conseils bien évidemment portent uniquement pour le cas où ce formulaire de santé n'a pas été rempli. Dans l'éventualité où il a été rempli et que votre père a coché la case bonne santé et qu'il savait qu'il était malade au moment où il a conclu ce contrat de prêt, malheureusement vous ne pourrez pas prétendre à l'assurance décès. Donc il faut vraiment faire attention dans la démarche entreprise que dans les nombreux papiers que l'on signe au moment où on signe un contrat de prêt, que ce formulaire n'existait pas. Renseignez-vous bien avant de vous engager vers une voie judiciaire. Oui, mais tout à fait. Mais dans ce cas, pardon, justement, où ça a été déclaré depuis le départ au moment du prêt, oui, que l'assurance ne couvre pas. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment donné? Est-ce qu'il reprend le véhicule? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que votre père étant décédé, il y a un contrat de prêt. Alors c'est un leasing ou un achat, le contrat de prêt, madame? Donc le véhicule pour un leasing ou un achat? Pardon? Un leasing ou un achat? Un achat, parce qu'en fait, tout dépend. Oui, parce qu'en fait, si c'est un leasing, en règle générale, il y a une clause de réserve de propriété. Donc, ce qui permettrait... C'est un achat de véhicule. Pardon? C'est un achat. C'est un achat. Donc, dans ces conditions, ce qu'il faudrait voir, c'est auprès de l'organisme de crédit, s'il y a moyen de conserver le véhicule avec un transfert de carte grise, que vous repreniez, si vous le souhaitez, le prêt à votre compte. Je pense qu'il faudrait, dans ces conditions-là, donc vous rendre auprès de l'organisme de crédit, vous assurer, dans les termes que je viens de vous expliquer, si cette assurance de décès donc, peut être mise en œuvre ou pas, avant de vous engager sur d'autres voies. Prenez les documents qu'il faut et ensuite éventuellement rappelez-nous après avoir recueilli toutes ces informations, parce que c'est vrai que plutôt que de vous engager dans plusieurs voies, restez sur celle que vous avez entreprise dès le départ, celle de bénéficier de cette assurance décès. Réglez ce problème. Il faut fournir les documents justificatifs ou pas? Pardon?
Si on fait la réclamation des documents justificatifs... Bien évidemment, vous pouvez la faire, cette démarche. Vous pouvez demander à l'assurance que vous avez contactée pour la prise en charge du prêt de vous fournir le formulaire de santé rempli par votre père au moment de la souscription du contrat. Parce que ça vous permettra d'avoir un argument pour leur dire, bah écoutez, vous me demandez aujourd'hui de vous produire un certificat médical pour établir si au moment de la conclusion de ce contrat de prêt, mon père était malade ou pas. Donc je suis en droit moi-même de vous demander à quel titre vous me demandez ce type de document et notamment si vous avez entre les mains un formulaire de santé rempli et signé par mon père. Donc, je pense que commencez par là, avant même de vous engager dans d'autres voies. D'accord. D'accord. Bonne soirée, madame. Et à bientôt. Voilà, bonne soirée. N'hésitez pas à nous rappeler dès la semaine prochaine si vous avez un petit peu avancé donc, sur ce dossier. Et on va prendre quelqu'un d'autre qui nous attend au standard. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous appelle, c'est pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. C'est pour ma maman. Hein. D'accord. En fait, elle a eu un document. Elle a eu un Oui, un document venant des impôts. D'accord. Où il est inscrit une mise en demeure de payer. Et en fait, elle aimerait savoir, comme on lui demande une somme assez importante, et qu'elle n'avait jamais reçu d'autres documents avant, elle voudrait savoir, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour contester ce paiement-là, parce que comme c'est une maison, mon papy, son père, est décédé il y a 4 ans de ça, oui. Et il avait une maison, mais il n'y a personne qui habite dans cette maison. Il y a un des frères qui a la clé, mais la maison est à l'abandon, et aujourd'hui, elle reçoit ce document qui demande de payer une somme de plus de 2000 et quelques euros. Qui correspond à apparemment, je sais pas trop. Je pense que ça doit être des taxes d'habitation, je pense. D'accord. Taxes d'habitation et taxes foncières. D'accord. Et d'autant plus qu'il y a eu des majorations, mais elle n'a jamais eu d'autres courriers avant cela, et là elle a eu ce courrier-là qui lui demande ça, donc elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour contester cette demande-là, D'accord. Tout en sachant qu'ils sont pas... Là, on lui dit qu'elle a ça à payer parce qu'elle est héritière, mais en fait, elle ne profite pas de cette maison. D'accord. Et tout en sachant qu'ils sont plusieurs frères et sœurs. D'accord. Alors, Maître Limossi. Alors, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, là, c'est un petit peu compliqué pour votre maman parce que il y a plusieurs frères et sœurs. C'est le problème toujours des successions qui ne sont pas réglées. C'est-à-dire qu'on est plusieurs frères et sœurs qui héritiers d'un bien. Et en manque de peau, on a retrouvé votre maman. Oui. Et c'est à elle à qui on a demandé de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière non payée depuis le décès. Vous dites il y a 4 ans. Ce qui fait que les sommes maintenant vont commencer à être importantes. Alors, il faut savoir que le problème avec les impôts, c'est vrai qu'ils ont le droit d'aller sur n'importe lequel des héritiers. C'est-à-dire, ils vont aller sur celui qu'ils vont trouver. Alors, votre maman, elle a d'autres frères et sœurs. Le problème, c'est qu'on a trouvé elle, et c'est elle qu'on demande. En fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elle s'est renseignée avec ses frères et sœurs. Il y en a d'autres aussi, mais pas tout le monde, qui ont eu ce courrier-là de la même somme, en fait. D'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, moi, je pense qu'il faudrait que les frères et sœurs, soit vous avez déjà peut-être un notaire qui est chargé de régler ce problème de succession, ou pas? Du tout, non, pas du tout. Non. Eh bien, écoutez, il faudrait déjà peut-être aller voir un notaire parce que cette maison, je ne sais pas qui en profite. Est-ce qu'elle est fermée? Elle est fermée, elle est à l'abandon, on va dire. Ah, écoutez, il faut régler la question parce que si vous voulez, d'un côté, il y a une maison qui est à l'abandon, mais de l'autre côté, cette maison, elle a des charges. Et tous les ans, il n'y aura peut-être pas la taxe d'habitation puisque personne n'habite, mais il y aura quand même une taxe foncière qui est due, néanmoins, aux impôts. Donc, c'est une maison qui ne rapporte rien, mais qui génère tous les ans des charges qui sont les impôts fonciers. Alors, aujourd'hui, vous êtes quand même plusieurs héritiers. Ou bien cette maison, vous voulez en faire quelque chose, c'est-à-dire peut-être vendre, auquel cas, ça réglerait le problème des impôts qui sont dus depuis 4 ans, et bien qui vont continuer à augmenter d'année en année, puisque personne ne s'en occupe. Donc, ou bien vous décidez tous, les frères et sœurs, de vendre cette maison, allez voir donc un notaire, ou bien il y en a un qui peut-être souhaite racheter cette maison, auquel cas, pareil, il faut, madame, consulter un notaire pour régler cette succession.
Maintenant, sur la question immédiate qui est de savoir qui va payer ces mises en demeure, là je crois qu'il faut, c'est pareil, hein, il faut aller voir le notaire et puis en même temps, chacun des frères et sœurs, aller voir également ensuite ensemble l'administration des impôts et puis peut-être certains d'entre vous ont la possibilité de régler ces impôts. Et c'est parce qu'il faut quand même à un moment donné arrêter les pénalités et peut-être payer parce que celui qui paye aujourd'hui les impôts pour éviter les pénalités, ensuite si cette maison va la vendre, il pourra récupérer l'avance qu'il a fait des impôts fonciers sur le prix de vente de cette maison si vous décidez de la vendre à un des héritiers ou à un étranger. D'accord. Donc il y a deux démarches à faire. D'abord un notaire et également aller voir l'administration des impôts pour discuter et négocier le paiement et négocier les pénalités. Alors il faut savoir aussi, c'est très important, je ne sais pas, vous avez dit apparemment que peut-être c'est un décès qui remonte à 4 ans, peut-être qu'il y aura des impôts qui, là aujourd'hui, datent de 4 ans. Donc vous verrez avec le notaire, il y a une partie des impôts s'ils remontent à plus de 3 ans ou 4 ans, il faudra faire attention, si ça remonte à plus de 4 ans, il y a des choses qui s'effacent, des créances qui s'effacent d'elles-mêmes, donc vous pourrez pas, les impôts peuvent pas monter plus trop loin dans le temps. D'accord, donc faites ces deux formalités-là, madame. D'accord, et tout en sachant, pour ce qui est de la démarche pour le notaire, il faut que tous les enfants y aillent en même temps. Si c'est souhaitable. Maintenant, certains d'entre eux, votre maman et puis peut-être ceux qui ont reçu les mises en demeure des impôts, déjà peut-être si ceux-là, vous avez des relations peut-être plus rapprochées avec ceux-là, du fait de la même situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire vous êtes en ce moment destinataire de mise en demeure des impôts, c'est déjà certains d'entre vous, allez voir un notaire, contacter un notaire. Ensuite, tout le monde ensemble, ça serait évidemment idéal. D'accord, mais tout en sachant, qu'il y en a qui, il y a des fâcheries dans la famille, donc il y en a qui veulent pas entendre parler de payer, donc voilà. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est est-ce qu'elle va payer et que si, ce qui reste à payer, est-ce que ça va pas être saisi en fait sur son compte à elle, quoi. Non, madame, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas laisser pourrir la situation. Il faut vraiment aller ouvrir un dossier de succession auprès d'un notaire pour sortir de là. D'accord. Voilà. Voilà, il faut agir. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ces renseignements-là. Merci, madame. Bonne soirée, bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Et on va prendre donc un appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Oui, bonsoir à vous trois. Enfin, moi, j'en vois que 3. Oui, voilà, je suis un père de famille, donc j'ai beaucoup d'enfants. J'ai ma fille qui a un souci, donc je voudrais plutôt une question sur comment m'orienter. Hein. Elle est rentrée dans un loyer, donc on est allé voir le loyer, il faisait beau. Et quand on est rentré, le loyer, quand on est rentré, 2 jours après, il pleuvait. D'accord. Et donc ma fille a dormi une nuit, et puis elle a dit à la propriétaire. Bon, il y avait plein de soucis, de serrure et tout ça. Et donc, elle voulait qu'on mette le compteur à son nom de ma fille, que ma fille paye l'eau. Donc, ma fille m'a dit, elle a dit, non, on vous a donné la caution et le mois de loyer, on ressort de la maison et on essaie de s'arranger à l'amiable. Du coup, donc, elle a pété des plombs et elle s'est énervée. D'accord. Et voilà, donc, nous, on a fait tous les papiers comme il faut. Enfin, on a fait l'état des sorties et tout, où elle a signé comme quoi il y avait pas de soucis. Et du coup, on a fait plusieurs courriers recommandés. On a attendu les 2 mois. Maintenant, on est même à 4 mois de sortie. Et on n'a toujours pas récupéré la caution. Et moi, je voudrais, ma question est de savoir à qui s'adresser maintenant. D'accord. Est-ce qu'il faut aller à la maison de justice? Est-ce qu'il faut aller voir un avocat? Sachant que ma fille ne travaille pas. Elle a une fille et elle est au minimum sociaux, quoi. D'accord, alors maître Setama. Alors bonsoir monsieur. Alors là on en est au stade où votre fille a quitté le logement qui n'était pas convenable. Oui. L'état des lieux de sortie a été fait et je suppose, puisque votre fille est restée très peu de temps dans ce logement, elle a dormi une nuit. Voilà, donc l'état des lieux de sortie est le même que l'état des lieux d'entrée. Il n'y a pas de modification particulière. Donc au terme du délai légal prévu pour la restitution de la caution, logiquement, normalement, le propriétaire aurait dû restituer cette somme. C'est pas fait. Alors maintenant, la démarche à accomplir, c'est un montant qui doit être inférieur à 4 000 €.
Partant de là, votre fille, la possibilité, munie donc du contrat, de l'état des lieux d'entrée, de l'état des lieux de sortie, demander, saisir le juge de proximité de son lieu de domicile. Pour exemple, vous habitez, vous habitez Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose, eh bien, c'est le juge de proximité de Saint-Benoît. Elle habite Saint-Denis, Le Port, La Possession, Sainte-Suzanne, c'est le juge de proximité de Saint-Denis. En l'occurrence, elle habite dans l'ouest, c'est le juge de proximité de Saint-Paul. Et si elle habite dans le sud, c'est le juge de proximité de Saint-Pierre. Donc, c'est pour vous expliquer quelle est la démarche. Alors, elle se rend au greffe du tribunal d'instance et elle demande un formulaire qu'on va lui remettre. Et ce formulaire, elle va mettre son identité, les raisons pour lesquelles elle veut saisir le juge de l'exécution, tout simplement en une phrase, demande de restitution de caution de tel montant, et elle va accompagner sa demande d'une copie du contrat de bail, de la copie de l'état des lieux de sortie et d'entrée, et elle va donc enregistrer cette demande auprès du tribunal, le greffe du tribunal, c'est une forme de secrétariat, et elle attendra donc une convocation, puisqu'il y a une audience qui va être fixée. Alors, votre question maintenant relative à celle de savoir si un avocat est nécessaire ou non, non, monsieur, puisque je viens de vous l'indiquer, elle peut elle-même effectuer ses démarches. Alors, je sais que certaines personnes craignent la simple idée d'être devant un juge, donc au tribunal. La loi prévoit qu'elle a la possibilité, lorsqu'elle remplit les conditions, ce qui est le cas de votre fille, de pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle. Alors, cette aide juridictionnelle, comment est-elle obtenue? Tout simplement en conseillant votre fille, par l'intermédiaire de l'intervention que je suis en train de faire, de se rendre, de prendre contact avec un avocat, de demander à cet avocat s'il accepterait de travailler pour elle au titre de l'aide juridictionnelle. Et dans cette hypothèse, l'avocat donnera un document, ça s'appelle une acceptation, et cette acceptation, elle le mettra dans son dossier d'aide juridictionnelle, qui pourra être déposé par l'avocat lui-même ou elle-même, donc c'est possible. Et donc ce dossier déposé, une commission va se réunir pour lui attribuer l'aide juridictionnelle. Ça ne posera aucune difficulté. Alors, lorsqu'elle a effectué ces démarches, l'intérêt pour elle de choisir son avocat, c'est le fait qu'elle se trouve tout de suite en face d'un professionnel dans l'hypothèse où elle ne veut pas se rendre au tribunal. Mais si elle ne craint pas d'aller au tribunal, elle peut bien évidemment, compte tenu de la simplicité de la démarche, se rendre au tribunal et arriver devant le juge. Elle dit tout simplement au juge qu'elle maintient la demande qu'elle a faite dans la requête qu'elle a déposée auprès du greffe. Et ma foi, au vu des pièces qui ont été agrafées, annexées à cette requête, le juge examinera son dossier et rendra une décision. Voilà, monsieur, j'espère que vous avez bien tout noté. On va conclure sur cette très, très belle explication. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer par la première étape. Et si vous avez d'autres questions, donc à nous appeler dès mercredi prochain et je serai là. Avec grand plaisir. Merci bien à vous. Merci, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Maître Setama, merci pour ce moment. Pour ce moment de bonne humeur. Merci, Maître Nimossim, également. Merci. Au plaisir donc de vous retrouver dans une de nos prochaines émissions. Et merci à vous, cher public, de nous avoir suivis, qui nous suivez pour nous appeler ou bien pour nous poser des questions ou bien simplement pour vous informer. Vous pourrez nous retrouver à partir de mercredi prochain, à partir de 19h55 sur Télé Créole et sur Créole FM. Bonne soirée à vous et bonne fin de semaine.